Does trade deficits constitute a national emergency? The hollowing out of the U.S. manufacturing No, just yes or no. class. Yes or no? Yes or no, It's a sir? national emergency, sir. It does. It does. You're telling me trade deficits equals a national or creates? Persistent and prolonged. Okay. Yes, sir. And do you know also, sir, that Certaines déclarations au Congrès prennent toute leur importance, non pas en raison des réponses qu'elles apportent, mais plutôt des contradictions qu'elles révèlent dans le fonctionnement même des institutions. Le matin du 16 décembre 2025, lors d'une session de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, un tournant inattendu s'est produit. L'audience convoquée pour débattre des instruments tarifaires et de leurs impacts économiques a pris une nouvelle dimension lorsque le député Gregory Meeks a confronté le sous-secrétaire au Trésor, Zachary Bessent, à une série de questions qui mettaient en tension non seulement les données économiques, mais aussi la logique de légitimité institutionnelle qui sous-tend le discours présidentiel. Ce qui en est ressorti n'était pas seulement un désaccord technique sur le commerce international, mais un affrontement direct sur l'autorité constitutionnelle, la cohérence narrative de l'exécutif et la manière dont des interprétations sélectives de l'histoire récente sont mobilisées pour justifier des décisions ayant des effets structurels. L'argumentation suivie par Meeks a été soigneusement construite. En demandant si les déficits commerciaux constituent, par définition, une urgence nationale, il a forcé une réponse binaire qui révélerait la base juridique et conceptuelle utilisée par l'administration actuelle pour soutenir des mesures unilatérales. La réponse affirmative de Bessent, selon laquelle des déficits persistants pourraient effectivement constituer une situation d'urgence, a ouvert la voie à une contestation immédiate. Meeks a rappelé que les États-Unis accumulent des déficits commerciaux depuis plus de 40 ans, sous des administrations des deux parties, sans que cela ait été considéré jusqu'à présent comme une situation exceptionnelle, justifiant la suspension des mécanismes de contrôle législatifs. L'implication de cet argument était claire. En redéfinissant l'ordinaire comme extraordinaire, l'exécutif viderait le Congrès de son rôle dans la définition des politiques commerciales, contrairement à la logique de séparation des pouvoirs prévue par la Constitution. Ce moment a marqué une rupture dans le déroulement de la session. L'audience, qui s'était jusqu'alors déroulée dans les limites attendues d'un débat technique, est passée à un autre niveau, celui de la contestation du cadre institutionnel même des faits. Meeks ne remettait pas seulement en question la validité d'une politique économique, il remettait implicitement en cause les critères utilisés par l'exécutif pour établir ce qui constitue ou non une situation d'urgence et donc ce qui peut être décidé sans délibération parlementaire. La tension est montée d'un cran lorsque le député a introduit un nouvel élément, la continuité de la présidence. En demandant qui avait été président en 2024 et qui était président depuis janvier 2025, Meeks semblait vouloir plus qu'une réponse chronologique. Il testait l'engagement du représentant du Trésor envers la légalité de la succession électorale, à un moment où certaines parties du discours officiel continuent de semer le doute sur la transition du pouvoir. La réponse de Bessent, Donald J. Trump, a été immédiate et factuelle. Mais en qualifiant Joe Biden de celui que l'on croit avoir été président, le sous-secrétaire a introduit une ambiguïté qui n'est pas passée inaperçue. Meeks a réagi avec véhémence, sans changer de ton institutionnel, mais en exposant le risque de normalisation d'un vocabulaire qui relativise l'autorité légale d'un mandat validé par le système électoral. L'utilisation de l'expression « on croit » au lieu d'une confirmation sans équivoque, a suffi à rouvrir un flanc politique délicat, celui de la persistance de récits qui remettent en question des élections closes. Dans ce contexte, l'audience est devenue plus qu'un espace de contrôle économique. Elle est devenue le théâtre d'une confrontation indirecte avec une tension constitutionnelle encore mal résolue. La suite des événements a renforcé ce déplacement. Meeks a rappelé une récente interview accordée par Donald Trump
dans laquelle le président s'attribuait le mérite de la vigueur de l'économie en 2024, année où il n'était pas en fonction, tout en reprochant à l'administration Biden les indicateurs de 2025, déjà sous sa propre gestion. Cette incohérence n'a pas été exposée avec ironie ou indignation ouverte, mais avec le poids d'une constatation institutionnelle. Le discours officiel semble fonctionner selon une logique qui adapte les responsabilités en fonction de la convenance du moment. Et cela, pour un parlementaire attentif à la stabilité des règles démocratiques, représente plus qu'un jeu rhétorique. Cela représente un défi à la cohérence avec laquelle l'exercice du pouvoir doit être traité. L'audience ne s'est donc pas distinguée par un incident isolé, mais parce qu'elle a laissé entrevoir. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... La manipulation sélective des responsabilités économiques récentes et la persistance de discours qui testent les limites de la légalité électorale. Chacune de ces couches, prises isolément, pourrait être traitée comme une divergence normale entre le législatif et l'exécutif. Mais lorsqu'elles se superposent dans un même épisode, elles indiquent que le fonctionnement institutionnel reste traversé par des tensions qui n'ont pas été résolues par la simple alternance du pouvoir. C'est dans ce type de convergence que se révèlent des schémas plus larges, non pas par des déclarations spectaculaires, mais par la manière dont les positions publiques traitent les règles, les précédents et les interprétations qui soutiennent l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi suivre attentivement le déroulement d'épisodes comme celui-ci aide à comprendre la direction institutionnelle en cours, sans dépendre de promesses, de slogans ou de prévisions. À partir de ce moment, l'audience devant la Commission des services financiers a mis en évidence non seulement un différent d'interprétation, mais aussi une asymétrie croissante entre la logique législative et les procédures adoptées par l'exécutif dans la conduite de la politique économique. En insistant pour qualifier les déficits commerciaux d'urgence nationale, l'administration Trump a de nouveau déclenché un dispositif prévu à l'article 232 du Trade Expansion Act, un instrument initialement conçu pendant la guerre froide pour protéger les secteurs stratégiques dans des scénarios de risque géopolitique. L'utilisation récurrente de cette clause ces dernières années a suscité des réactions non seulement au Congrès, mais aussi dans les instances judiciaires et parmi les acteurs du secteur privé qui voient dans l'élargissement de son application un détournement de son objectif initial et une tentative d'assouplir les freins constitutionnels. C'est dans ce contexte qu'il est pertinent d'observer comment la définition de l'urgence économique a été élargie de manière progressive mais constante depuis la reprise du pouvoir exécutif par Donald Trump. L'argument selon lequel des déficits prolongés menacent la sécurité nationale permet au président d'agir sans l'autorisation du Congrès, en imposant des droits de douane, en renégociant des accords et en suspendant des dispositifs multilatéraux sous prétexte de défense stratégique. Bien que l'exécutif dispose effectivement de larges prérogatives en matière de commerce extérieur, la question soulevée par des parlementaires tels que Meeks porte sur les critères utilisés pour déclencher ces mécanismes et sur l'absence de mécanismes clairs de révision ou de limitation de ces actes par le pouvoir législatif. Cette préoccupation institutionnelle n'est pas récente. Depuis 2019, le Government Accountability Office, le GAO, mettait déjà en garde contre l'imprécision croissante de ce qui constitue une urgence en termes juridiques. Dans des rapports ultérieurs, le GAO a souligné que l'absence de paramètres objectifs pour caractériser ces situations laisse place à des interprétations discrétionnaires qui, bien que formellement légales, mettent en péril l'équilibre entre les pouvoirs. Le fait qu'une même condition économique, en l'occurrence le déficit de la balance commerciale, ait été traité comme banal pendant des décennies et soit désormais élevé au rang de menace pour la sécurité nationale, suggère que le concept est façonné selon la convenance de l'exécutif et non selon une évolution consensuelle de la compréhension juridique. Ce changement de norme se répercute sur d'autres fronts. La Commission du commerce international, instance indépendante chargée d'évaluer les impacts des mesures tarifaires, a commencé à subir des pressions politiques pour rendre des avis plus rapides,
souvent avant la conclusion d'analyses techniques complètes. Dans le même temps, le ministère de la Justice s'est engagé dans des discussions sur les limites constitutionnelles de ces actions, en particulier lorsqu'elles affectent directement les entreprises et les consommateurs dans les États, créant des tensions avec les procureurs des États qui invoquent un manque de transparence et une violation des procédures de consultation publique. Ces conflits entre les différents niveaux de gouvernement renforcent l'impression que la conduite actuelle de la politique commerciale ne se limite pas à la seule efficacité économique, mais qu'elle est devenue un terrain d'affrontement institutionnel pour déterminer qui détient réellement le pouvoir final. Parallèlement, le pouvoir judiciaire a été saisi par des consortiums d'entreprises et des associations commerciales qui contestent la légalité de certains tarifs mis en place unilatéralement. Dans au moins 2 affaires en cours devant la Cour d'appel fédérale, il est avancé que l'exécutif a outrepassé l'autorisation légale accordée par la législation de 1962 en appliquant des mesures sans base empirique suffisante et sans communication formelle préalable au Congrès. Bien que les tribunaux aient jusqu'à présent adopté une attitude prudente, évitant les décisions pouvant être interprétées comme une ingérence directe dans la politique étrangère, certains signes indiquent que cet équilibre jurisprudentiel pourrait être revu compte tenu de la fréquence et de l'ampleur des mesures adoptées. En outre, il existe un facteur moins visible, mais tout aussi important, l'impact de la rhétorique présidentielle sur les paramètres techniques. Lorsque le discours officiel s'attribue des mérites économiques pour des périodes hors mandat, tout en transférant des responsabilités pendant son propre mandat, il signale au corps technique une dissociation entre l'analyse et la convenance. Cette dissociation affecte la manière dont les données sont présentées, dont les rapports sont structurés et même dont les conseillers se positionnent lors des audiences publiques. L'épisode impliquant Zachary Besant en est un exemple. Sa prudence dans ses réponses, alternant des termes tels que « on croit » et « on suppose », révèle un environnement dans lequel la précision juridique se dispute la place avec la nécessité de s'aligner sur les directives politiques du cabinet présidentiel. La convergence entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif autour de la redéfinition des limites institutionnelles de la politique économique est toujours en cours. Le recours répété à des dispositifs juridiques exceptionnels, sans révision parlementaire, relance les débats historiques sur la séparation des pouvoirs et l'équilibre fédératif. Et bien que le système américain dispose de mécanismes formels de contention et de révision, le délai de réponse entre l'utilisation de l'instrument et la possibilité d'un contrôle effectif est, dans de nombreux cas, supérieur à l'impact déjà produit par la mesure en vigueur. Cela crée un décalage entre la légalité et la gouvernance, entre la norme et son effet sur l'environnement économique et politique du pays. La tension ne réside donc pas seulement dans les actes, mais dans la fréquence avec laquelle ce qui était auparavant considéré comme une exception devient la norme. Et dans ce processus, les rôles institutionnels sont progressivement redéfinis, non pas par des réformes déclarées, mais par des précédents qui s'accumulent en silence. C'est précisément ce type de changement structurel et continu que nous cherchons à suivre de près dans ce canal, en analysant ses effets et ses implications sur la base de registres, de sources et de développements officiels. Comme l'indiquent les archives disponibles, la controverse reste ouverte quant à l'utilisation répétée par le pouvoir exécutif de motifs d'urgence pour la mise en œuvre de mesures commerciales unilatérales. Les juristes, les parlementaires et les analystes institutionnels restent divisés quant à la signification et aux conséquences de cette pratique. L'une des interprétations soutient qu'il s'agit d'une réponse opérationnelle aux contraintes temporelles du processus législatif et à la rapidité des changements sur la scène économique internationale. Selon cette lecture, la politique commerciale exigerait une capacité d'adaptation et de réaction immédiate, des attributs qu'un système législatif délibératif, par définition, ne peut pas toujours offrir au rythme requis. Ainsi, l'exécutif ne ferait qu'utiliser les instruments juridiques existants pour défendre les intérêts nationaux, en restant dans les limites formellement autorisées. À l'inverse,
D'autres analyses soulignent les effets cumulatifs de la répétition de cette mesure. Pour ces observateurs, la transformation de mécanismes exceptionnels en outils d'usage courant tend à établir un modèle de gouvernance qui fragilise l'équilibre institutionnel entre les pouvoirs. L'absence de critères clairs, objectifs et vérifiables pour caractériser une urgence économique permettrait de qualifier divers phénomènes tels que les déficits commerciaux prolongés, les déséquilibres entre les secteurs productifs ou les fluctuations monétaires de menaces pour la sécurité nationale. Ce cadre élargi faciliterait les décisions concentrées au sein de l'exécutif, avec un impact systémique et une possibilité réduite de supervision effective par le Congrès. Cette divergence d'interprétation se manifeste également dans l'action des organes de contrôle. Alors que le ministère de la Justice a tendance à adopter une position prudente, évitant les confrontations directes avec la présidence, le Congressional Research Service a publié au moins 3 analyses depuis février, alertant sur le risque de consolidation de précédents institutionnels sensibles. Un point récurrent dans ces documents est le manque de transparence des critères utilisés pour justifier l'existence de menaces économiques. Lors de débats internes, les membres de la Commission des affaires juridiques ont même mentionné la nécessité d'une révision bipartisane des limites opérationnelles de la section 232, en particulier compte tenu de son application répétée en dehors des contextes de guerre ou de crises extérieures immédiates. Des analystes indépendants ajoutent un autre élément au débat, la capacité concrète du Congrès à exercer sa fonction de contrôle dans un environnement politique où une partie importante de la base législative s'aligne sur le discours du pouvoir exécutif. Bien que les instruments formels de contrôle restent disponibles, leur efficacité pratique tend à être conditionnée par des calculs partisans et électoraux. Dans certaines situations, les parlementaires évitent de prendre des positions publiques plus fermes afin de ne pas créer de tensions au sein de leur base électorale ou compromettre des alliances stratégiques. Ce type de dynamique est courant dans les systèmes représentatifs, mais il devient plus complexe lorsqu'il interfère directement avec des dispositifs constitutionnels conçus pour limiter la concentration du pouvoir. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur la manière dont le pouvoir judiciaire pourrait répondre à l'élargissement interprétatif du concept d'urgence nationale. La Cour suprême n'a pas encore été appelée à examiner directement le bien-fondé d'une action présidentielle fondée sur l'article 232 du point de vue du détournement de finalité. Néanmoins, les experts s'attendent de plus en plus à ce que la Cour se prononce si les litiges commerciaux en cours sont portés devant des instances supérieures. Si tel est le cas, la Cour pourrait être amenée à se prononcer sur une question particulièrement sensible. Si l'utilisation répétée et politiquement orientée d'un dispositif juridique conçu pour des situations exceptionnelles représente en soi une modification importante de l'architecture constitutionnelle. Parmi les scénarios envisagés, certains analystes prévoient la possibilité d'une jurisprudence plus restrictive qui obligerait le pouvoir exécutif à présenter des justifications techniques solides, cohérentes et susceptibles d'être révisées pour soutenir les mesures d'urgence. D'autres, plus sceptiques, estiment que la Cour suprême devrait maintenir sa tradition de déférence envers l'exécutif sur les questions liées à la politique étrangère et à la sécurité, même si cela implique d'accepter implicitement une redéfinition pratique des limites fonctionnelles de la présidence. Dans ce contexte, la question centrale n'est plus seulement juridique, mais devient institutionnelle. Comment équilibrer l'autonomie décisionnelle du président et la préservation effective du rôle de contrôle du Congrès? L'épisode impliquant Gregory Meeks et Zachary Bessent est illustratif, non pas parce qu'il apporte des réponses concluantes, mais parce qu'il condense, en peu de temps, les dilemmes structurels de la situation institutionnelle actuelle aux États-Unis. En confrontant la logique de l'administration à des événements récents et à des références historiques, Meeks ne cherchait pas seulement à clarifier un point technique spécifique. Indirectement, il mettait à l'épreuve la cohérence des interprétations qui sous-tendent les décisions d'envergure nationale. Les réponses prudentes
La mémoire sélective et la prudence excessive dans la formulation des déclarations révèlent un environnement dans lequel les limites de l'action institutionnelle sont continuellement renégociées, non seulement entre les pouvoirs, mais aussi entre les récits concurrents sur les faits. Dans le même temps, il est important de reconnaître que le système est toujours en phase de réaction. La multiplicité des réponses provenant du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, des organes techniques et du débat public indique que les mécanismes d'ajustement et de contention institutionnelle restent actifs, bien que de manière inégale. Le conflit en cours ne se limite pas à des mesures spécifiques, mais implique la définition de ce qui sera désormais considéré comme normal dans le fonctionnement du système. Dans ce processus, chaque audience, chaque vote et chaque avis technique produit des effets cumulatifs, non pas parce qu'ils déterminent isolément l'orientation des institutions, mais parce qu'ils contribuent à délimiter progressivement les contours de ce qui devient possible. C'est pourquoi il est non seulement pertinent mais nécessaire de suivre attentivement des épisodes comme celui-ci. Il révèle, dans les détails, l'état concret du système, non pas celui décrit dans les déclarations officielles, mais celui qui se manifeste dans les pratiques, les hésitations et les conflits. Sur cette chaîne, nous continuons à observer ces développements en prêtant attention aux structures institutionnelles et aux effets cumulatifs de décisions qui, bien qu'elles semblent techniques, finissent par façonner la trajectoire politique du pays.